Bonjour Aurélien Bonjour, Taché, bienvenue. merci. Bon, alors vous êtes député, vous avez d'ailleurs, j'allais dire député LaREM, mais non, vous n'êtes Je ne plus suis plus. député LaREM, Et vous êtes non. député du Val d'Oise. De quel parti Alors donc ça... le groupe, c'est Écologie, Démocratie, Solidarité, groupe qui s'est constitué donc il y a à peu près 6 mois avec notamment des anciens d'En Marche, qui trouvaient que sur les sujets sociaux, environnementaux, etc., on n'avait pas un équilibre par rapport à la promesse d'Emmanuel Macron en 2017. Et puis moi, j'ai fondé avec d'autres un nouveau mouvement politique qui s'appelle Nous Demain, qui vise à effectivement aborder un certain nombre de sujets qui sont ceux qui préoccupent les jeunes et qui trouvent pas forcément, ou la société même dans son ensemble, mais qui ne trouvent pas forcément de débouchés politiques dans les partis classiques. Oui, les jeunes, c'est votre truc, mais bon, c'est certains jeunes hein, tout de même. Mais Certains. on y reviendra. Juste une question qui n'a pas à voir avec le sujet principal de notre discussion, mais tout de même, vous avez été élu dans le parti présidentiel. C'est vrai. Est-ce que c'est pas quand même une trahison de votre mandat, de vos engagements électoraux? Et moi, j'ai pris un changer engagement de... devant mes électeurs qui était celui d'avoir une politique qui finalement eh bien, donne sa chance à chacun, qui sur un certain nombre de sujets sur lesquels finalement on avait une gauche et une droite qui disaient peut-être un peu la même chose et des gens qui étaient lassés de ça, d'avoir des propositions nouvelles. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir trahi mes électeurs. Quand je vais les voir sur le terrain, ils me disent mais on n'avait pas voté pour ça. Et je dis, je suis bien d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que j'ai quitté ce mouvement qui finalement a beaucoup Bon. changé en 3 ans. Bah on verra ce qu'en pensent les électeurs dans Tout à fait, 2 ans tout déjà. à Dans fait. 2 ans, c'est ça C'est le seul juge de paix. En 2 ans on saura bientôt. ça. Alors, mais si vous êtes là, évidemment, cher Aurélien Taché, c'est parce que vous êtes en quelque sorte disons, s'il y a un camp conservateur, vous êtes sa bête noire. Hein. Voilà, quand que vous appelleriez réactionnaire, et que vous appelez réactionnaire d'ailleurs, et alors là, vous les cumulez toutes. Hein. Je veux dire, le combat contre l'islamophobie, la complaisance justement avec l'islam radical, l'excusisme face aux jeunes délinquants, alors on en parlera plus, je ne dirais pas l'indigénisme, mais le décolonialisme, quand même, vous flirtez un peu avec les déboulonneurs de statues. On en parle. Enfin bref. Vous n'en ratez pas une. Alors, des dernières polémiques à votre sujet, parce qu'il y en a beaucoup, y compris avec vos anciens camarades de La République En Marche, c'est que vous avez trouvé ça tout à fait vraiment déplorable qu'on envisage d'expulser la famille de la jeune bosniaque qui avait été tondue. Et au nom de grands principes, du principe du droit d'asile, puisque l'oncle tondeur, le principal accusé, avait bénéficié du droit d'asile. Tenez, je vous pose la question, est-ce que malgré tout nous accordons la protection de nos lois? Le droit d'asile, ça n'est pas rien à des gens qui sont persécutés chez eux. Ça n'est pas un droit d'immigrer en France parce que vous trouvez qu'en France, la vie sera peut-être plus facile. Est-ce que le fait de ne pas respecter non seulement nos lois, mais nos valeurs les plus importantes, si vous voulez, ne justifie pas qu'on revienne sur notre décision souveraine? C'est pas impossible en soi, évidemment qu'il faut pouvoir se garder cette possibilité. Mais là, de quoi on parle? On parle d'une jeune fille qui a été effectivement battue par sa famille, et c'est terrible. Encore une fois, il n'y a absolument pas à relativiser ça d'une quelconque manière, hein, ce n'est pas la question. Mais finalement se demander si son intérêt, c'est qu'elle se retrouve seule en France, sans plus aucun lien avec sa famille, à devoir se construire avec l'idée que finalement ses parents méritaient d'être expulsés de ce pays et donc ne plus avoir de lien avec eux. Et on parle de quelqu'un qui a obtenu le statut de réfugié. Donc, quand on obtient le statut de réfugié, on ne l'a pas comme ça en France, le statut de réfugié quand même. C'est que 30% de demandes qui sont acceptées. Non, pas 30%, heureusement, c'est moins. Mais bon, passons. Ça dépend des années. Mais enfin, bon, on va dire autour de 30%, si on peut se mettre d'accord autour d'un chiffre qui est à peu près celui-ci. Ça veut dire que vous êtes menacé de mort dans votre pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie un type dont on sait qu'il est menacé de mort dans son pays, plutôt que de le juger en France. Il a commis des actes en France. On est un grand pays, on est capable de juger sur notre sol, on est capable d'emprisonner sur notre sol quand des gens Et vous à ne qui on trouvez a pas qu'on a... notre... Pardon, mais Oui. je vous coupe un peu pour pas qu'on reste sur ce cas trop bien sûr, longtemps. bien sûr. Vous ne trouvez pas qu'on a déjà assez de gens dans nos prisons avec nos nationaux
Vous pensez vraiment qu'on a raison d'accueillir des gens qui non seulement, je vous dis, commettent des infractions à la loi, mais vont plus loin. Je veux dire, ne veulent visiblement pas vivre à la française. Oui, mais enfin, vous savez, des cas de familles qui finalement n'acceptent pas un amour qui n'est pas avec la bonne confession, la bonne origine et qui peuvent conduire à des faits de violence, il y en a aussi dans la société Bon, française. Moi, alors je vous adore, là. Je refuse qu'on distingue Alors, entre voilà. étrangers ou non étrangers quand il y a un fait de commis en France. Il faut pouvoir punir comme ça. Et puis, nous avons aussi. Vous refusez qu'on distingue entre étrangers et non étrangers, mais excusez-moi, c'est la base même de la nation, c'est d'établir une distinction de traitement entre les nationaux et les non nationaux. Quand quelqu'un est accueilli en France, une fois qu'on lui a dit qu'il pouvait venir ici, il doit être jugé avec les mêmes lois que les autres. Et surtout aussi, je refuse qu'on distingue entre ce que pourraient vivre des jeunes filles en France ou des jeunes filles en Serbie. Donc ce type est un sale type, donc on le renvoie faire des Non, c'est saloperies pas en une Serbie. question. D'abord, vous faites comme si c'était une affaire entre Serbes et Bosniaques. C'est pas une affaire entre Serbes et Bosniaques. C'est une affaire entre. C'est une affaire Enfin, écoutez. Alors voilà. Mais écoutez, on va pas rester sur ce cas parce que là, vraiment, vous m'amenez exactement sur le cœur du problème. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de faits de l'actualité qui nous ramènent à deux phénomènes qui sont liés, mais pas absolument confondus, qui sont d'un côté l'islam, si vous voulez, l'islam de France et certaines expressions particulièrement de l'islam de France, et d'autres qui nous ramènent à l'immigration, si vous voulez. En général, l'immigration, sachant que contre l'immigration, c'est évidemment non seulement les étrangers, mais leurs descendants, si vous voulez, de une ou deux, ou maintenant on parle de la troisième ou la quatrième génération. Et à chaque fois, si vous voulez, vous expliquez que non, c'est raciste en fait de voir un rapport. Et moi, ma première question, vous dénoncez en permanence le racisme anti-musulman en France. Est-ce que pour vous, je veux dire, il y a un problème d'acclimatation de l'islam en France? Est-ce qu'il y a des comportements, pas des comportements individuels seulement, mais des comportements de groupe, ce qu'on appelle le séparatisme, qui vous semble problématique? Ou est-ce que le seul problème, c'est le racisme anti-musulman des Français? Non, il peut y avoir des problèmes liés à des groupes particuliers qui veulent mélanger religion et politique. À chaque fois, ça ne peut pas faire bon ménage. Et quand c'est le cas avec l'islam, ça donne des courants comme les frères musulmans ou des choses de ce type-là, où effectivement, on peut se poser la question de savoir si, et on peut même y répondre assez facilement, ce type de courants politiques vont aller à l'encontre des valeurs démocratiques qui sont celles de la France s'ils arrivaient d'une quelconque manière au pouvoir. Alors, on aime quand même beaucoup se faire peur là-dessus. On a vu aux dernières élections municipales sur ce fameux thème des listes communautaristes que c'était quand même assez marginal, pour ne pas dire ultra marginal. Mais, remarquerez, on se fait peur avec les verts aussi, hein, parce qu'en fait la vague verte était assez limitée. Mais... Non, d'accord, mais bon, je vous entends, mais en tout cas sur ce sujet-là, admettons, sur le plan des principes, pour vous répondre clairement, quand il y a des gens qui prônent finalement un mélange de la religion et de la politique et que ça peut conduire par exemple à des salles des salles publiques où on interdit les femmes ou autres, il faut être farouchement opposé à cela. Mais ça n'empêche pas l'autre pendant du discours qui est de dire que si on ne veut pas que des jeunes Français nés en France, musulmans, soient sensibles finalement à ce que leur proposent ces groupes-là, il faut aussi prendre conscience que nous avons une part effectivement de racisme anti-musulman dans la société française, qu'il y a toujours chez une bonne part des élites françaises le soupçon que quand on est musulman, on est forcément plus ou moins complaisant avec les islamistes, que... écoutez, c'est pas un soupçon qui est complètement... Alors je vais maintenant, quand même, on va parler un peu des données, si vous voulez, je veux pas vous jeter, mais il y a eu quand même beaucoup depuis les attentats de Charlie Hebdo, si vous voulez, et même depuis bien avant. En 2002 sort le livre Les territoires perdus de la République, et tous les gens qui tout d'un coup, je veux dire, tout d'un coup, la France découvre que, oh, tiens donc, il y a un antisémitisme systémique, pour prendre un mot qui n'était pas encore à la mode, dans une partie de la jeunesse musulmane, dans la jeunesse des quartiers, si vous voulez. C'est à ce moment-là que les Juifs commencent à se regrouper dans certaines villes de Seine-Saint-Denis. C'est pas loin de chez vous, vous connaissez. Donc ensuite, si vous voulez, après l'attentat de Charlie, il y a eu toutes sortes d'enquêtes. Il y a eu Keppel, il y a eu El Karoui, il y a eu le CNRS. Donc c'est pas simplement Valeurs Actuelles et les méchantes Valeurs Actuelles et de causeurs, si vous voulez. Et on découvre qu'une partie non négligeable, si vous voulez, des musulmans de France est entrée dans un phénomène de sécession culturelle, si vous voulez, qu'elle ne veut pas
intégrer les valeurs françaises, notamment la laïcité, c'est-à-dire, ah bah oui, accepter que quelqu'un dise que ta religion est une religion de merde. C'est comme ça, les catholiques l'ont accepté plus souvent qu'à leur tour. Donc Je vais vous voilà. répondre là-dessus. Oui. Je vais vous répondre là-dessus. Non, mais Vous voyez à quoi je fais allusion. Bien sûr, toutes je ces études. suis tout à fait d'accord. Donc, mais, enfin, je vous rappelle juste les chiffres qu'on a en général, c'est disons 30%, 25 à 30% dans la population générale, mais chez les jeunes, si vous voulez, cette imprégnation d'un certain nombre de thèses, notamment islamistes et séparatistes, elle va jusqu'à 50%. Oui, Alors, mais c'est toujours pareil, est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Je veux dire, je vous ai dit que moi je pensais fondamentalement qu'il y a encore beaucoup trop de gens en France qui considèrent que l'islam ne serait pas une religion comme les autres et qui ne pourrait pas du coup s'inscrire dans un cadre démocratique. Donc ça crée de la défiance. Et ça se greffe sur autre chose. Ça se greffe sur quand même une immigration, vous l'avez bien dit, une immigration d'ailleurs qui souvent maintenant ce n'est plus une immigration parce que c'est des enfants de la troisième ou quatrième génération, mais des Français issus de l'immigration et de culture musulmane qui vivent très majoritairement dans des quartiers où se concentrent beaucoup de difficultés, qui vivent les discriminations comme beaucoup d'autres ne les vivent pas. On parle souvent des agressions violentes pour dire regardez, c'est pas vrai, il n'y a pas de racisme anti-musulman, il y a beaucoup plus d'agressions envers les Français juifs. C'est tout à fait vrai. On va en parler, vous m'avez parlé de commises d'ailleurs toutes par des musulmans. Je vais y venir après. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais je vais y venir après. Mais il y a un autre type de discrimination qui frappe, là pour le coup, beaucoup plus les Français issus de l'immigration, on va dire, africaine, nord-africaine ou sud-africaine, qui est la discrimination à l'embauche, au logement, et le plafond de verre dans les progressions dans la société. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Est-ce que vous pensez que l'employeur, si vous voulez... Je vais vous raconter une histoire qu'on a racontée dans Causeur, c'est un menuisier. Je vous donnerai le dernier numéro de Causeur, c'est dedans. Il a raconté qu'un jour, on était venu lui proposer un apprenti. Donc on lui amène un jeune Africain avec son éducateur qui ne s'intéresse pas du tout à la conversation. Et puis à la fin de la conversation, l'éducateur lui dit alors, je ne sais plus comment il s'appelait, Abdoulaye, bon, t'es bien gentil et surtout s'il y a un problème, tu cognes pas, tu viens me parler. Donc évidemment, je veux dire, il n'a pas pris l'apprenti. Oui. Et non mais ce que j'essaye de vous expliquer, ce que vous appelez du racisme, si vous voulez, c'est aussi le constat qu'un certain nombre de comportements, si vous voulez, de refus de la norme, de refus d'adaptation à la loi, si vous voulez, sont assez fréquents chez cette population. Mais ça, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, Elisabeth. C'est fréquent chez les gens qui n'ont pas eu les bons repères, la bonne éducation. Ça n'est pas lié à une couleur de peau ou à une culture. C'est lié à un état social, à une pauvreté sociale. Vous me parliez aussi, et culturel même, mais culturel au sens... vous me parliez de l'antisémitisme systémique dans certains quartiers. Moi, je nie pas qu'il y a des phénomènes qui sont de l'ordre, oui, quasi systémique dans certains quartiers. M'étais même exprimé là-dessus, mais j'ai dit, ça ne vient pas de la religion, ça ne vient pas du Coran, ça vient de, finalement, j'avais appelé ça le populisme des imbéciles pour cet antisémitisme qui est dans un certain nombre de quartiers. Parce que vous avez... Écoutez, excusez-moi, il existe aussi d'un bout à l'autre du monde arabe, il existe, et pardonnez-moi, moi je veux pas, moi de toute façon je suis d'accord avec vous, ne parlons pas du Coran, ce qui m'intéresse c'est les interprétations qui en sont faites. Je veux dire, l'islam est tout de même la seule religion aujourd'hui, si vous voulez, au nom de laquelle on est venu tuer des dessinateurs en France. Oui, est-ce que c'est pas... Et vous avez bien vu qu'aujourd'hui encore, il y a 20%, 18% des musulmans français, ça c'est une enquête qui est faite à partir des données d'El Karoui, si vous voulez, et qui refusent de condamner les attentats de Charlie Hebdo. Non, ne me dites pas qu'il n'y a pas une espèce de sécession culturelle. Non, pour moi, il y a effectivement, sur les phénomènes de radicalisation et de terrorisme, tout un tas de phénomènes qui font que l'islam est finalement instrumentalisé par des gens qui ont des intérêts soit militaires, géopolitiques, soit effectivement, eux sont dans une idéologie et veulent utiliser l'islam pour embrigader, un peu comme des phénomènes sectaires, un peu comme des phénomènes... Le terrorisme ou les embrigadements sectaires reposent sur ces logiques-là. Et là, c'est l'islam, mais ça pourrait être autre chose demain. Et d'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, d'autres phénomènes sont à l'œuvre. Vous m'avez parlé de cet antisémitisme systémique. Moi, je trouve qu'on oublie un peu trop vite quand même comment l'antisémitisme et qui a fait le plus de morts en matière d'antisémitisme. Et on voit ces résurgences un peu partout aujourd'hui. Le terrorisme suprémaciste blanc et tout ce qu'on voit émerger dans un certain nombre de pays plutôt anglo-saxons pour le moment sont violents antisémites. Alors, permettez-moi de vous répondre juste sur une chose. Alors, je déteste, je ne parle pas au nom des Juifs, mais simplement à partir de ma propre expérience, de quelqu'un dont le père vit encore à Épinay-sur-Seine et qui est très religieux, donc un juif visible, si vous voulez, c'est que avec les antisémites qui font des blagues à la con en fin de banquet, si vous voulez, on peut vivre sans aucun problème.
mais vraiment sans aucun problème. Avec ceux qui cassent la gueule aux mômes, si vous voulez, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Madame Lévy, les antisémitismes qui faisaient des blagues en fin de banquet dans les années 20 ou 30, on voit ce que ça a D'accord, donné. mais on parle d'aujourd'hui, là. On voit ce que ça donne direct. On va revivre la même chose, là, si on ne se sera pas Mais débarrassé. pour vous, le danger vient de l'extrême droite. Les dangers sont les deux. On ne s'est pas débarrassé du terrorisme islamiste parce qu'on n'a pas réglé un certain nombre de choses en France qui sont liées à la fois, effectivement, le fait qu'il faille ne pas laisser certains groupes liés à l'islam politique se développer, le fait qu'il faille, dans les quartiers populaires, remettre de l'éducation populaire, remettre un certain nombre de choses qui permettront aux jeunes d'apprendre, finalement, complètement ce qu'est la laïcité, ce qu'est l'égalité entre les femmes et les hommes et tout un tas de choses. Et qu'en plus, en ayant une parole qui mélange un peu tout, qui mêle insécurité et immigration, qui mêle finalement islam et terrorisme de manière un peu systématique, eh bien, on fait pousser la xénophobie. Non, mais là, ça devient comique, qui mêle islam et terrorisme de manière systématique. Mais à l'islam- quoi voulez-vous que j'associe le terrorisme dans notre pays? Quel est le terrorisme qui a frappé dans notre pays depuis 20 ans? La radicalisation islamique n'est pas égale à l'islam. L'immense majorité Non, des je veux musulmans- dire certaines expressions de l'islam, bien sûr, mais ça vient quand même de excusez-moi, ça vient quand même de l'intérieur de l'islam. L'islam est pris comme prétexte pour... moi, je suis plus sensible... Alors, vous n'allez pas être d'accord avec ces chercheurs, mais moi, je suis plus sensible à Olivier Roy qui dit que c'est la radicalité, il y a une islamisation de la radicalité plutôt qu'une radicalisation de l'islam. C'était le débat qu'Épelle Roy. Finalement, on a des jeunes qui, aujourd'hui, sont des jeunes qui sont dans des parcours de délinquance, sont des jeunes qui n'ont pas eu l'éducation nécessaire, sont des jeunes qui sont dans des quartiers où, finalement, ils ne voient pas d'avenir pour eux et qui cherchent un avenir radieux et qui cherchent à se transcender dans n'importe quoi et qui peuvent prendre ce prétexte de la religion pour terminer là-dedans. Ils n'ont aucune éducation théologique, n'ont jamais foutu les pieds dans une mosquée de leur Mais ils vie. n'ont aucune éducation pour beaucoup tout court, si vous voulez. Ça, j'y viens après, mais si vous voulez, on parle évidemment, je le répète, on parle évidemment d'une minorité ici. Oui. Moi, d'abord, ce que je trouve tout à fait frappant, si vous voulez, c'est que votre discours, je ne sais pas dans ces conditions, puisque tous ces pauvres jeunes que vous ne semblez jamais considérer comme pouvant être un tout petit peu maîtres de leur destin et responsables de ce qu'ils font. Mais excusez-moi, il y en a des milliers qui, malgré ces difficultés, comme avant eux, les juifs séfarades, quand ils sont arrivés en 62, dont beaucoup étaient tout à fait pauvres et n'avaient pas les codes non plus, il y en a plein qui ont réussi par l'école, avec tous ces défauts, si vous voulez, à occuper leur place dans la société française. Et cela, en gros, on s'en fout. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on parle aujourd'hui d'une minorité. Mais pour cette minorité, moi, si vous voulez, on peut aussi renverser quand même votre point de vue. Bien sûr que la France n'est pas parfaite, que la République, comme on aime à le répéter, ne tient pas ses promesses. Excusez-moi, aucun phénomène humain ne tient toutes ses promesses. Mais si on veut bien juste être dans le réel et comparer un peu ce qui se passe en France à beaucoup d'autres endroits, si vous voulez, alors qu'on a une très forte minorité musulmane, ou issue du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne notamment, il me semble qu'en France, il y a moyen aussi de s'en sortir. Donc vous parlez toujours de ces jeunes comme si c'était de pures victimes. Non et non. Quand on commet des actes, de toute façon, on doit en répondre. Et évidemment qu'il y a aussi toute une part de gens là-dedans qui qui étaient avant dans des phénomènes de délinquance très durs ou autres. Moi, je ne cherche pas d'excuses, je cherche des explications. Expliquer n'est pas excuser, n'en déplaise à un ancien Premier ministre qui se disait de gauche. Moi, je crois... Il y a une certaine façon d'expliquer qui revient à excuser, mais je ne vous accuse pas de cela. Moi, je ne suis pas là-dedans, j'essaie de vraiment trouver des explications. Et ce que vous venez de dire est extrêmement intéressant, sauf qu'on n'en est plus là. L'ascenseur social qui fonctionnait dans les années 60-70, il ne fonctionne plus beaucoup, voire plus du tout dans certains endroits. Et c'est vrai. Il ne fonctionne pas non plus, excusez-moi, pour la jeunesse, j'allais de souche, j'allais y venir, qui d'ailleurs votre Front National. J'allais y venir. Moi, je suis d'un milieu modeste, rural. J'ai un parcours qui a pu... j'ai repris des études et puis la politique m'a emmené à vous parler aujourd'hui. Mais dans ma classe, je suis le seul à avoir fait des études après le bac. Voilà, dans ma classe de CM2, si je reprends tous mes petits camarades. Vous étiez où? Dans un petit village dans les Deux-Sèvres qui s'appelle Saint-Pompin. Et effectivement, c'était très rural et modeste. Et j'ai refait le compte l'autre jour. Non, les filles, il y a quelques filles, mais dans les garçons de ma classe de CM1, CM2, je suis le seul à avoir été après. Donc ces phénomènes un peu de les garçons font moins d'études, ils sont un peu homophobes, on entend beaucoup de bêtises et on voit pas mal de violence dans les milieux populaires. Je les ai vus moi, et c'était pas dans un des milieux populaires métissés. Donc on peut retrouver ça un peu partout. C'est pour ça que je refuse qu'on lie à uniquement la culture d'origine. C'est vrai qu'on a un problème de diagnostic, on ne voit pas la même chose. Écoutez, moi, quand je vais dans ces quartiers, je vois bien, si vous voulez, comme beaucoup de gens,
que c'est une autre culture que la culture majoritaire française. Et là-dessus, on peut peut-être se disputer là-dessus. Peut-être que vous ne croyez pas qu'une telle chose existe. Moi, je ne viens pas de cette culture. Hein. Mes parents, je viens d'une famille de juifs algériens qui étaient au Maroc. Mais pour moi, si vous voulez, la culture française existe. Et vous voyez bien que certains quartiers y échappent aujourd'hui totalement dans leur façon de vivre. Mais excusez-moi, mais par contre, cette culture française, alors oui, on sera d'accord ou pas, mais quand je vous dis que même dans ces villages qui n'ont pas été du tout touchés par l'immigration et qui sont où il y a beaucoup de milieux populaires, moi dans mes copains, il y a beaucoup de gens par exemple qui étaient sur les ronds-points, dans mes anciens copains de l'époque, au moment des Gilets jaunes, il y a la même misogynie, il y a les mêmes présupposés un peu homophobes ou antisémites, qu'on retrouve tout ça et qu'effectivement c'est plus lié à... Mais pourquoi alors j'ai parlé de pauvreté culturelle et sociale, mais pourquoi les agresseurs de... Mais pourquoi les agresseurs de juifs, pourquoi les agresseurs, excusez-moi, de juifs ne viennent pas des milieux ruraux? Pardonnez-moi, mais moi je peux vous dresser la liste. Le niveau de violence, effectivement, le niveau de violence est beaucoup plus important dans les quartiers et les cités que dans les villages, parce qu'il y a une concentration urbaine, il y a une concentration de pauvreté, de délinquance qu'on ne retrouvera jamais dans un village. Mais dans les mentalités, on retrouve des choses un peu similaires. Et je ne stigmatise personne, je dis juste que si on veut vraiment avancer là-dessus, c'est ce diagnostic-là, à mon avis, qu'il faut faire. Alors moi, et que ce que vous disiez sur l'école est très juste, mais... Encore une fois, ça marche de moins en moins Alors, bien. Je vais vous opposer, les inégalités se creusent. Les réseaux sociaux montrent aux jeunes toute la journée des gens qui sont millionnaires, sans qu'on leur propose un récit politique commun autre, parce que tout s'est effondré, qu'on aime le communisme ou pas, c'était un récit politique, le gaullisme. Mais moi, j'ai un récit politique à vous proposer pour leur proposer. Et on n'arrive pas à rétablir cette égalité. Moi, j'ai un récit politique pour vous à leur proposer. C'est au lieu de les encourager dans leur statut victimaire, ce qui de toute façon ne sert à rien, que vous ayez raison ou pas. Ça ne sert à rien depuis 30 ans de leur dire vous êtes des victimes, on est des salauds, on est racistes, vous êtes discriminés. Ça n'a fait, si vous voulez, que les rendre passifs et attendons que quelque chose tombe. Je veux dire, et je parle toujours de cette minorité. Non, mais moi je parle du discours. Oui. Je parle du discours. Moi je regrette qu'il n'ait pas été suivi. Ce discours de leur dire tout le temps, regardez comme on est ceci, comme on est cela, moi je le renverse. Et comme projet politique, dites-leur donc, dans ce pays c'est peut-être dur, mais... c'est comme ça, maintenant bougez-vous et battez-vous et vous allez y arriver. Et leur dire que la France est un pays formidable, ce serait peut-être plus mobilisateur que de leur seriner comme alibi en permanence à tous leurs manquements qu'on est raciste. Mais moi, je voudrais vous poser une question sur la violence. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord, il y a une violence certainement qui imprègne les rapports sociaux. Il y a tout de même un type de violence qui, là encore, si vous voulez, il y a une composante culturelle, ou culturelle et éducative. C'est-à-dire, c'est comme ça, les sociologues le voient. Il y avait un sociologue qui s'appelait Hugues Lagrange qui s'est fait vraiment débiner par toute la gauche parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Le déni des cultures. Vous avez, donc là encore, ce sont des minorités de minorités, une partie de jeunes qui n'ont absolument plus de surmoi, plus d'accès, si vous voulez, à la honte, plus d'accès à la règle, si vous voulez, autrement, sinon celle du plus fort. Et je vous prends l'agression de Reims. Vous voyez ce collégien qui roue de coups une fille et qui la jette à terre. Alors tout de suite, tout le monde a dit, mais enfin, les violences contre les femmes, ça existe dans tous les milieux. Oui, ce qui n'existe absolument pas dans tous les milieux, si vous voulez, c'est le fait de le faire devant tout le monde, sans la moindre honte. Ce qui n'existe, de taper une femme, si vous voulez, de taper une femme devant tout le monde, pardon, mais ça n'existe pas dans tous les milieux. De se mettre à 5 pour agresser quelqu'un qui vous a regardé de travers, ça n'existe pas dans tous les milieux. Donc il y a bien aussi, si vous voulez, et pour des questions d'éducation familiale, hein, je veux dire, quelque chose, si vous voulez, qui se passe et qui devient un vrai problème, si vous voulez, les policiers vous le disent. Oui, mais ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est aussi lié. On voit bien que là-dessus, on est démunis face à cette jeunesse qui maintenant, comme on n'a plus ce récit commun, comme il n'y a plus finalement de repères ou de valeurs un peu collectives, on pourrait discuter de savoir ce qu'il faut mettre dans le projet. On ne serait pas forcément d'accord, mais on peut au moins être d'accord sur l'intérêt d'avoir un projet commun. Eh bien, qu'est-ce qui reste aux jeunes? L'ultra-individualisme, l'ultra-égotisme, et donc c'est les écrans, c'est les réseaux sociaux, c'est il faut tout filmer, c'est l'instantanéité, etc. Et c'est vrai qu'on est un peu démunis face à ça, parce que quand ça se conjugue avec une montée de la violence,
on est en train de débattre des raisons, bon, on n'est pas d'accord sur tout, mais on constate au moins cette montée de la violence, et bien qu'on a les deux phénomènes qui se conjuguent, on a ces horreurs qui nous paraissent complètement délirantes de collégiens qui frappent une fille comme ça, qui se filment, et finalement, ça ne choque même pas les autres gamins qui finalement se disent que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je ne pense pas, encore une fois, je suis désolé d'y revenir, mais que ce soit uniquement lié à une culture ou quoi, je pense que c'est lié à des changements un peu anthropologiques. Ce que je voulais dire, c'est que c'était ce qu'on appellerait la culture racaille. Ça, c'est pas la culture. Oui. C'est ce que j'appelle la culture racaille. Oui, et puis une culture aussi du clash, du trash, il faut toujours aller plus loin dans la violence, le filmer, montrer ça, et puis on a des gosses qui se perdent complètement là-dedans. D'accord, mais qu'est-ce que vous répondez à ces gens, à part les traités de racisme, qui constatent, si vous voulez, que, mettons, allez, dans 95% des cas, quand il se passe des choses comme ça, des agressions par exemple en bande, si vous voulez, on a toujours affaire à la même population. Ils voient bien, les gens le voient. Donc, si vous voulez, ne pas le dire et ne pas essayer de le comprendre. Mais je vais vous redire la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est dans ces quartiers. C'est parce qu'ils sont pauvres. C'est dans ces quartiers qu'il y a le plus de monde, d'abord, numériquement. Par rapport au village de 800 habitants où j'ai grandi, il y a plus de monde dans les cités des grandes villes et dans les quartiers populaires ou des grandes villes. C'est là où, effectivement, il y a le plus de problèmes. C'est là où il y a le plus. Où la violence monte le plus vite liée à tous ces problèmes. Et donc, numériquement, on voit forcément plus de gens qui sont soit issus d'immigration, soit qui s'habillent avec un survêtement, enfin en tout cas ce qu'on pourrait appeler racaille quand on emploie ce terme que je n'aime pas beaucoup, mais enfin bon, qui est en tout cas... Casquette, oui, et puis qui est d'ailleurs repris par les intéressés, si vous voulez. Oui, de rentrer dans le vocabulaire, donc, pour le meilleur et pour au le moins pire. on sait à peu près de quoi on parle. Voilà. Mais, donc c'est ça, mais ça nous amène, eh bien voilà, au moins nous pouvons cerner au moins notre désaccord, c'est qu'en fait... Pour moi, c'est pas une question, si vous voulez, je ne vais pas chercher d'explications théologiques, même si l'observation de ce qui se passe dans le monde pourrait quand même inciter à penser qu'il y a des points communs, si vous voulez, dans une religion qui n'arrive pas à se séculariser. Un mot là-dessus. Bon, d'accord. Juste un mot, vraiment. Allez-y, bien sûr. Quand on sort de l'Occident et qu'on arrive en Asie, c'est plutôt l'inverse. En Birmanie, en Inde, en Chine, c'est les musulmans qui sont massacrés pour des raisons religieuses. Non, mais moi, je ne vous parle pas de ça, là. D'accord. J'essaie de vous parler de l'incapacité, si vous voulez, de cette religion à séparer le religieux du profane, et donc de sa propension, si vous voulez, à instaurer un ordre où, au nom de la religion, on pourrit la vie à peu près de tout le monde, et on impose des règles à tout, si vous voulez, et en particulier aux femmes. Donc, vous voyez bien, excusez-moi, ça... Aussi, oui, très bien, voilà, alors, je veux bien m'en prendre. Les Chinois prendre. le font aussi. D'accord, mais il se trouve que nous avons un problème essentiellement en Europe et en Occident, si vous voulez, nous avons peu de minorités hindoues qui fassent des trucs pareils, me semble-t-il. Je voulais juste montrer que ça pouvait être compliqué. Non, mais bien sûr, si vous voulez, c'est pas... et vous pouvez me citer toutes sortes de fanatiques, vous pouvez me citer des... fanatiques en tout genre, il se trouve que nous, on a un problème massif avec cela. Mais qu'est-ce que je... Oui, si vous voulez, et il me semble qu'il y a, si on regarde simplement ce qui se passe, ce que les gens ordinaires, comme disait Orwell, expriment en disant « on n'est pas chez nous », si vous voulez, ce que Elisabeth Badinter qualifie d'émergence d'un deuxième peuple, ce qui est d'une contre-société, si vous voulez, qui vit selon ses qui vit selon ses propres... Je ne sais pas si c'est celle qui a dit deuxième peuple contre-société. Je ne voudrais pas la trahir, mais enfin, l'idée, si vous voulez, qu'il y avait une deuxième société, à l'intérieur de la société française. Pour moi, si vous voulez, c'est qu'il y a un défaut qui vient en partie d'un refus, mais pas seulement, bien sûr, d'acculturation, en gros, c'est-à-dire de gens qui refusent de s'adapter à la culture majoritaire. Et vous, je pense, qui êtes plutôt multiculturaliste, je dirais. Oui, en tout cas cosmopolite. Voilà, vous pensez qu'il n'y a pas de... Enfin, vous pensez qu'il faut que... Il n'y a pas de raison de leur demander de s'adapter. Non, et j'irai même plus loin. Qu'il n'y a pas de raison de s'adapter. C'est là où moi, je pense que s'il y a un séparatisme, c'est d'abord... et c'est pas que moi qui le dis d'ailleurs, parce que vous citez Elisabeth Badinter, moi je vais citer Jérôme Fourquet. Après tout, c'est pas forcément quelqu'un auquel je me référerais le plus spontanément, qui parle de séparatisme des élites, lui, qui dit que les élites vivent entre elles. Ça fait écho d'ailleurs à un ancien Premier ministre que je cite souvent pour dire que je suis en désaccord avec lui, Manuel Valls, mais qui avait parlé d'apartheid social. S'il y a un séparatisme, c'est d'abord qu'on a laissé des populations vivre dans des ghettos, qu'on a laissé des populations vivre dans des départements où les profs ne sont pas remplacés, où il y a moins de policiers, où finalement les jeunes sont effectivement plutôt issus de l'immigration et encore une fois doivent envoyer 7 fois plus de CV ou de dossiers pour un logement. Et tout ça a pu créer ici ou là des grosses difficultés. Et effectivement, ça s'est greffé, ou en tout cas ça s'est accompagné du fait que la religion de l'islam a été instrumentalisée politiquement par des groupes qui avaient intérêt. Et bien vous prenez cette jeunesse en déshérence dans ces quartiers, vous
prenez ces salauds qui ont intérêt à instrumentaliser une religion pour faire du terrorisme ou pour pousser leurs propres intérêts à eux, et vous avez un cocktail explosif qui est celui de la France de 2020. Voilà moi ce que je crois. Non, mais moi, je crois tout simplement, vous ne m'avez pas répondu. Dans le fond, pour vous, comment ça doit se passer, la coexistence des cultures? C'est je mets mes mini-jupes, tu mets ta burqa et tout le monde est content? C'est quoi le truc? Très honnêtement, Qu'est-ce qu'on doit... je vais vous Est-ce qu'il répondre. doit y avoir un socle commun auquel on demande aux gens de se référer? Ou est-ce que, dans le fond, on dit à chacun, viens comme chez McDo, viens comme tu es? Moi, je suis plutôt de cette obédience-là. Et ce que vous venez de dire sur une France où on pourrait avoir dans la rue quelqu'un qui se croise en burqa et en mini-jupe, moi, ça ne me choquerait pas. Moi, vous savez, j'ai un fond libertaire, c'est comme ça. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de suivre la loi religieuse la plus rigoriste, parce que c'est comme ça qu'ils sont heureux, très bien pour eux. S'ils ont envie, au contraire, d'avoir rien à foutre de la religion, très bien pour eux. Mais alors, votre récit commun, il va quand même falloir un peu l'amender pour qu'il soit commun. Parce que vous voyez, s'il doit être adapté aux gens qui veulent que leur femme soit en burqa, il va falloir l'amputer. Attention, il faut que la femme elle-même ait choisi ça. Moi, je veux pas que les gens... mon récit commun, il se base sur la tolérance, sur la liberté, sur le fait qu'effectivement, on puisse avoir une société Mais alors, où c'est chacun... quoi la France? Eh bien, la France, c'est un pays où les droits de l'homme, qui sont inscrits au fronton des mairies, qui sont issus de cette déclaration magnifique de 1789, fait l'ossature commune de la nation. C'est une blague. Donc, en fait, chacun, si vous voulez, va adopter ses propres mœurs. Donc, vous auriez pu me citer l'exemple des juifs ultra-orthodoxes. Oui, bien sûr. Mais sauf que, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans un débat, mais les juifs ultra-orthodoxes font effectivement vivre un petit séparatisme. Mais, si vous voulez, il y a deux raisons pour lesquelles ils posent assez peu de problèmes. La première, c'est qu'ils ne sont pas vindicatifs et revendicatifs. Et la deuxième, si vous voulez, c'est qu'ils ne sont pas prosélytes. En conséquence, ça reste une toute petite minorité. Mais s'il y avait 5 millions en France de juifs qui vivent comme cela, je vous dis que moi, je serais la première à considérer que c'est un grave problème pour l'unité de la nation. Non, mais on soit sur des choses qui soient de toute façon, quand on est sur la vision orthodoxe d'une religion ou autre, en général, c'est quand même assez minoritaire. La plupart des gens aspirent à vivre globalement comme leurs semblables, et il y a une forme de standardisation des modes de vie. Enfin, la France Ikea, c'est quand même plutôt une réalité. Qu'après, il y ait ici ou là des gens qui sont dans autre chose, moi, ça ne me gêne pas, tant que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas de violence. Et effectivement, vous parlez des juifs orthodoxes très bien, mais vous savez que la plupart des musulmans rigoristes, si on va vraiment là dans le fond des choses, parce que le terrorisme et la radicalisation, c'est rarement lié à la vision la plus théologique et radicale, c'est pas le bon mot justement, mais rigoriste, traditionnaliste de l'islam. Les salafistes quiétistes, c'est globalement comme les juifs orthodoxes, ils vivent dans leur coin, bon, ils portent des tenues qui sont visibles, mais en général, ils sont plutôt reculés de la société. Non, mais vous oubliez, non, parce que ils exercent, si vous voulez, le problème de l'évolution. Si vous voulez, entre le moment où moi j'ai grandi dans une banlieue et vous avez grandi dans votre petite ville, si vous voulez, il s'est passé donc, je sais pas, 20 ans en gros, on doit avoir 20 ans d'écart. Et ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que chez une grande partie des musulmans, pour des raisons aussi de démographie, parce que plus vous êtes nombreux, moins vous avez besoin en fait de vous acclimater, de vous assimiler, de vous intégrer, eh bien le groupe a repris son poids sur l'individu. Si vous voulez. Et on a fait aussi venir, dans les dernières générations arrivées, des gens qui venaient, et alors cela dit, de coins reculés de la Turquie, si vous voulez, avant de leur expliquer les droits de l'homme, va peut-être falloir un petit moment, puisqu'on ne leur demande même pas d'apprendre le français. Si vous voulez, on fait venir des gens qui, par définition, ne seront jamais solubles, si vous voulez, dans la... Si on ne s'en donne pas les moyens, c'est sûr. Vous venez de le dire. Moi, j'ai fait un rapport en 2018 sur l'intégration des étrangers qui arrivent en France et qui constatait que cette politique, elle n'existe pas. C'est de l'incantation. On a eu effectivement pendant longtemps une gauche, et là vraiment je le dis, qui pensait que la France est tellement magnifique, ce grand pays des Lumières, ce grand pays des droits d'homme, que c'est une machine à intégrer de fait. C'est complètement faux. Il faut mettre les moyens pour que les gens s'y repèrent dans un pays, pour qu'ils apprennent les français, pour qu'ils apprennent les codes, pour que finalement ils trouvent leur place. Et on a eu une droite qui considérait que l'intégration, c'était simplement de leur faire chanter la Marseillaise au garde à vous tous les matins. C'est pas ça non plus. Mais non, mais il y a aussi une troisième possibilité, si vous voulez, c'est d'être un tout petit peu plus sélectif sur les gens qu'on accepte chez nous. Ou de se donner les moyens quand des gens viennent. Parce que les vous voyez bien qu'on n'a pas les moyens de grand-chose ces temps-ci. Est-ce qu'on va rejeter qui? Celui qui est persécuté dans son pays et qui a le droit à l'asile? Celui qui a de la famille en France et qui donc a le droit de venir au titre de la Convention européenne des droits de l'homme pour l'immigration familiale? C'est que ça l'immigration. On n'a plus d'immigration en France autre que l'immigration de droit, entre guillemets. On fait plus du tout venir des gens pour le travail. Attendez, juste en Seine-Saint-Denis, on ne sait même pas combien, à 200 000 près, on ne sait même pas combien il y a de gens, tant il y a de clandestins. Enfin, écoutez, vous savez très bien que les déboutés du droit d'asile ne quittent pas la France et qu'ils grossissent
le flux de l'immigration clandestine. Ce que je veux vous dire, c'est que l'immigration légale, c'est pas une immigration qui est volontariste de la part de l'État français. On n'est plus dans les années 60-70 quand on faisait venir les travailleurs. La seule immigration légale qui arrive, le fait qu'il y ait encore des gens en situation régulière qu'on ne voit pas, c'est un sujet, je ne le nie pas. Mais les choix politiques de la France, c'est quoi? C'est simplement de mettre en œuvre le droit d'asile et l'immigration familiale. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui, en permanence, si vous voulez, ont l'impression, je vous le redis, vous ne pouvez pas simplement leur dire, écoutez, c'est parce que ces gens-là sont pauvres. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui voient des enclaves, en quelque sorte, se constituer, où la loi française n'a plus cours, où les policiers se font accueillir à coups d'objets incendiés, où les pompiers ne peuvent plus intervenir? Je veux dire, vous ne pouvez pas vous contenter de dire, ah bah oui, c'est les problèmes sociaux. Non, ce que je vous réponds, c'est qu'il faut effectivement, en matière de sécurité, plutôt que d'aller sur la dalle d'Argenteuil en 2005, dire qu'on va débarrasser de la racaille, alors qu'on vient de supprimer la police de proximité et qu'on va supprimer 2 ans plus tard, une fois président de la République, des effectifs dans la police, réinvestir effectivement une vraie police dans ces quartiers-là, régler ces questions de discrimination et d'inégalité qui frappent une partie de la France issue d'immigration, mais pas que, parce que les inégalités sont plus larges, et que déjà vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Mais moi, je crois que le défaut de votre position, en réalité, c'est ce qu'on disait auparavant. En tous les cas, pour moi, ce qui fait le cœur de notre désaccord, c'est cette question de l'égalité des cultures. Je pense, moi, que l'égalité des individus, à laquelle je crois que nous sommes également attachés, évidemment, ne doit pas aller, n'entraîne pas nécessairement l'égalité des cultures. Et j'ai donné cet exemple, je ne sais plus quand, en disant, moi, je trouve ça tout à fait normal, si vous voulez, que dans un pays qui a l'histoire de la France, et c'est d'ailleurs pour cette histoire-là que je l'aime, une histoire quand même assez largement chrétienne, monarchique, etc., avant la Révolution, et même après pour ce qui est de la chrétienté, eh bien, je trouve ça tout à fait justifié que Noël et Pâques soient des jours fériés, et pas qui pour. Si vous voulez, je pense qu'il y a une culture française qui doit avoir des droits en France. Et c'est là-dessus que nous ne sommes pas d'accord. Oui, mais alors vous voyez, finalement, en disant ça, je vais être un peu provocateur, mais vous êtes plus communautariste que moi, parce que vous voulez donner des droits en fonction d'une culture, non, alors que moi, je ne donne des droits qu'aux individus. Moi, je veux donner les droits de la culture française, je veux donner, si vous voulez, on ne peut pas, si vous voulez... Nous ne sommes pas simplement des individus désincarnés. Nous sommes de quelque part, et un pays n'est pas un aéroport, si vous voulez. Sinon, tous les pays seraient identiques, puisqu'ils seraient régis simplement par les droits des individus. Ce que je vous dis, c'est que les collectivités ont aussi des droits. C'est-à-dire la nation française, en tant que collectivité, a aussi un droit, et elle a le droit à la continuité historique. Elle a le droit, non, de ne pas voir ses mœurs, si vous voulez, bouleversée, et notamment la place des femmes dans l'espace public, tout de même une vieille affaire chez nous, bien avant le droit de vote. Mais nous avons le droit, effectivement, de vivre dans un pays où ceci est assuré partout. Oui, mais pour moi, ça doit reposer sur des principes politiques. La nation, la démocratie sont là pour donner des droits aux individus qui sont des droits de liberté et qui sont finalement, pour le coup, eux, doivent être neutres par rapport à telle ou telle culture ou par rapport à telle ou telle religion. Par contre, par rapport à ce que vous dites, moi, je ne suis pas du tout pour l'effacement et la disparition de la culture française, contrairement à ce qu'on me fait souvent dire en me caricaturant sans rien connaître. Je ne fais pas ce procès, je ne veux pas dire que c'était votre cas, hein, mais souvent, on me fait passer pour quelqu'un qui serait justement dans une espèce de postmodernisme absolu. Pas du tout. Moi, j'aime beaucoup la cuisine traditionnelle française, j'aime beaucoup la culture française, j'y suis très attaché et je considère que c'est normal qu'on investisse pour la préserver. Mais je considère en revanche que des gens qui arrivent d'un autre pays et donc forcément aussi avec en eux une autre culture, une autre religion, ne sont pas des menaces pour cette culture française. Nous avons le droit de choisir les différences que nous voulons accepter. Par exemple, nous allons nous mettre d'accord sur une chose, j'en suis sûre. Vous êtes, comme moi, tout à fait opposé à la pratique de l'excision. Oui, d'accord. Eh bien, ce n'est pas au nom du droit des cultures que vous me diriez, mais écoutez, il y a des gens qui viennent d'autres cultures qui, eux, pratiquent l'excision, ils ont bien le droit de pratiquer, d'avoir leurs mœurs en France. Vous ne me diriez pas cela. Non, parce que là, on touche au pacte politique de la France qui est celui des droits de l'homme et qui est qu'effectivement, en France, on ne violente pas des enfants contre leur gré. La loi l'interdit, quand bien même votre croyance vous inviterait à le faire. Ça, c'est pas possible. Il y a des limites quand même, on est bien d'accord. Bon. Mais ces limites, elles s'imposent de manière générale à tous et elles ne peuvent pas conduire en revanche à faire des choix culturels en disant parce qu'on n'aime pas trop la visibilité de l'islam dans l'espace public, on va l'interdire. C'est pas parce qu'on l'aime pas.
c'est pas d'abord, il ne s'agit pas de l'interdire, il s'agit de faire comme pour tous les autres, de la limiter, si vous voulez, c'est-à-dire l'affichage à la fin en permanence de ses convictions dans l'espace public. C'est pas très français, la laïcité, c'est un peu aussi de réserve. Moi, ce que je pense, si vous voulez, c'est que ce que vous êtes en train de me décrire, c'est un monde terrible dans lequel, en fait, il n'y aura plus de référent commun. Je ne parle pas simplement de la loi, je parle d'un référent culturel commun. Et je crois que c'est en plus privé beaucoup d'immigrés ou de descendants d'immigrés de ce qu'ils étaient venus chercher. Non pas de vivre comme au pays de leurs ancêtres, hein, mes parents n'ont pas demandé à vivre comme au pays de leurs ancêtres, heureusement, mais de venir chercher ce que la France a à offrir, c'est-à-dire précisément sa culture, ses mœurs, sa présence, ses femmes, la présence de ces femmes dans l'espace public, je veux dire, depuis la civilité entre les hommes et les femmes. Voilà. Moi, je ne veux pas les enfermer dans une identité ou une autre. Je veux qu'ils aient le choix. Je veux que la personne qui arrive, à partir du moment où elle respecte les lois, à partir du moment où elle est là pour faire sa vie en France, elle puisse effectivement, si elle le souhaite, plutôt s'éloigner de sa culture d'origine pour adopter la culture française, si elle le souhaite, ou si elle préfère continuer à être plutôt dans sa culture d'origine tout en respectant les lois et en étant un bon citoyen, eh bien, elle puisse le faire aussi. Bon, on ne va pas se mettre d'accord, mais je crois qu'on a au moins... on a au moins cerné notre désaccord. Un dernier mot. Hein, vous parlez beaucoup des jeunes, et c'est au nom, disons, de leur autonomie et du fait que vous ne voulez pas vous substituer à eux que vous refusez absolument de condamner ou même d'émettre le moindre jugement sur le délire, si vous voulez, de certains groupes et de certains profs, d'ailleurs, de certains... qui règnent dans certaines universités, si vous voulez, où les thèses indigénistes, mais je veux dire, vraiment dans leur expression souvent la plus, disons, bas de plafond, ont tout à fait cours. Vous voyez maintenant des étudiants qui vous sortent une espèce de jargon avec les racisés.e et ES, avec le jargon inclusif. Vous avez des gens qui, surtout, si vous voulez, sont à mon avis... L'opposé de ce que devrait être l'esprit universitaire, c'est le pluralisme. C'est la confrontation des opinions. Et vous dites, ah ben nous, quand on était jeunes, on empêchait bien Marine Le Pen de venir dans les facs. Eh bien, excusez-moi, mon cher, c'est vraiment pas ce que vous avez fait de plus malin. Voilà. Bon, alors là-dessus, moi, je suis évidemment très attaché aussi au pluralisme. J'aimerais qu'on l'applique dans les deux sens parce que on a dit ça pour effectivement ces jeunes dans les universités ou pour certains d'entre eux très bien. Néanmoins, ceux qui sont les plus virulents sur le fait qu'il faut s'en prendre à ces jeunes qui empêcheraient des débats dans les universités sont les mêmes, par exemple, hein, qui m'ont empêché de venir débattre à l'université d'été du Parti socialiste. Je dis ça, je dis rien. Hein. La mouvance Printemps républicain et les autres, on dit que si j'allais intervenir, ils viendraient, ils bordéliseraient, ils empêcheraient le débat, etc. Je condamne cela, mais excusez-moi, ça vient tout de même un peu plus souvent de la gauche multicultique que de la gauche républicaine. Ça se discute dans les facs peut-être, mais quand on voit un petit peu, dès qu'on fait un tweet, et je suis bien placé pour le savoir, qui va plutôt contre ces idées, qui défend celles que j'ai défendues chez vous aujourd'hui, et j'ai pu le faire en étant vraiment libre de m'exprimer sans être interrompu, et je vous remercie de cette invitation, eh bien, vous avez quand même dans cette école de pensée aussi des gens qui vous tombent dessus, et qui disent ce type ne devrait pas avoir le droit à la parole, qui réclament votre exclusion toutes les 5 minutes, qui n'arrêtent pas d'interpeller votre groupe parlementaire, votre parti politique pour dire pourquoi vous ne virez pas ce mec. C'est quand même un peu curieux. Mais enfin bon, admettons. Moi, je ne suis pas pour qu'on prive la parole. En revanche, je dis effectivement que les jeunes doivent être capables, enfin, on doit les laisser mener un peu leur lutte eux-mêmes, faire leurs conneries aussi de jeunes, parce qu'on en fait quand on est jeune et militant, on en a tous fait, que ce soit d'ailleurs à gauche ou à droite, on peut trouver des gens qui vont vous dire « Oui, quand j'étais jeune, j'ai participé à tel ou tel groupe, j'ai été cassé la gueule d'un tel... » C'était pas très malin, mais enfin bon, c'est comme ça, j'ai fait mes classes ainsi. Donc pourquoi on priverait cette jeunesse du droit de faire les siennes aussi? Moi, c'est simplement le fait de lui laisser la parole, mais en revanche, les thèses racialistes et les thèses indigénistes, je veux le dire, parce que je suis chez vous aujourd'hui, moi, je les condamne fermement. Je ne considère pas qu'on doit donner des droits à quelqu'un en fonction de sa communauté, de sa race ou autre. Je considère qu'on doit donner des droits aux individus. Je suis extrêmement choqué par certains têtes de proue de ces mouvements qui sont, par exemple, Ria Boutelja ou d'autres, et qui sont dans des discours antisémites, homophobes, qui n'ont rien à voir avec moi, ce que je défends, qui est une vision libertaire de la société et qui s'applique d'ailleurs aux musulmans, comme aux juifs, comme aux chrétiens, comme à toutes les minorités possibles ou non minorités d'ailleurs. Je veux cette vision où chacun peut finalement être ce qu'il est, croire en ce qu'il veut croire, et donc ça n'a rien à voir avec ces thèses qui finalement considèrent qu'il y aurait des opprimés par nature et des oppresseurs par nature. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et l'écriture inclusive ?
l'écriture inclusive, bon, c'est pas. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre des subcultures, des choses un petit peu comme ça, des cultures underground que les jeunes essaient de construire. Enfin, Pas que les forcément jeunes, excusez-moi, fan, ça a je suis pas cours, forcément ça a fan, cours mais- à Sciences Po, à Normal Sup, à l'école des hautes études en sciences sociales et je suppose bientôt à Polytechnique. Donc, si vous voulez, c'est pas des subcultures. hein. Ça pose un certain nombre de débats sur la visibilisation des femmes, sur la visibilisation des minorités, sur... Voilà, je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, je vais vous dire, moi, je suis incapable d'écrire en écriture inclusive. À chaque fois que j'essaie de faire un tweet comme ça, on se fout de ma gueule parce que je n'arrive pas à le faire. Bon, alors, je laissez crois que- tomber. Voilà, je crois que je vais laisser tomber me concernant, en tout cas. Laissez tomber. Mais juste parce que effectivement, on vient de vivre une semaine quand même sur la sécurité, enfin 10 jours, 15 jours, sur les questions de sécurité, qui tout de même, il y a malgré tout beaucoup de faits divers absolument Oui. frappants, si vous voulez, qui ont rythmé tout l'été. Il y a eu ce fameux Kama Sutra de Tout à l'ensauvagement fait. auquel nous nous sommes adonnés avec le gouvernement, nous les journalistes. À la fin, les Français vous disent à 80%, hein, dans un sondage, y compris, et avec une forte majorité, y compris dans votre camp, disons le camp On va social-démocrate, dire ça, hein, voilà. que le mot ensauvagement est tout à fait adapté à ce que nous vivons. Alors, est-ce que vous n'avez pas tout de même... D'abord, est-ce que vous doutez parfois, est-ce que vous ne dites pas peut-être que... est-ce que vos convictions ne sont pas mises à rude épreuve par cette réalité-là? Non, je vous sais, Non, vous avez je vous raison, sais tout mais- à fait sincère. Alors, je vous pose la question... Non, mais quand Emmanuel Macron parle de banalisation de la violence, je suis d'accord. Il y a une banalisation de la violence. Je ne veux pas reprendre ce terme d'ensauvagement, je le combats parce que pour moi, il renvoie à autre chose, et c'est été au cœur de nos échanges aujourd'hui, qui est de lier cette montée de la violence à une montée de l'immigration et du métissage. Bon, donc moi, je réfute ça complètement, donc je ne peux pas accepter ce terme. En revanche, ce que je me dis surtout quand je vois ce sondage, c'est que finalement, effectivement, les gens qui défendent les idées que je suis en train de développer aujourd'hui ont renoncé ou ont perdu, se sont résignés, et que finalement, on a... Et c'est pas une attaque, hein, ne le prenez pas comme... Non, mais non, on a mais un camp conservateur qui, lui, est meilleur, quoi. A bien bossé, quoi. Je Depuis ne prends pas 15 ça ans. comme une attaque Voilà, du tout, c'est même tout à fait un compliment, Voilà, mon ça cher. fait 15 ans qu'ils bossent, sérieusement, les idées, la question du monde politique, du monde médiatique, la manière de faire avancer leurs idées, et ça fonctionne. On voit que les Français sont convaincus. Mais moi, je ne crois pas que ce soit immuable, finalement. L'opinion, c'est quelque chose qui se travaille, il faut la mener, la bataille culturelle. Donc, vous voyez que je prends, moi, mon petit bâton de pèlerin, Mais et que je absolument. continue d'essayer de le faire, mais je regrette fondamentalement, et je l'ai souvent dit à mes camarades ou anciens camarades qui soient au Parti Socialiste ou à La République En Marche, vous devriez un peu moins négliger la bataille des idées. Vous pensez que la politique aujourd'hui, finalement, l'idéologie, tout ça, cela n'intéresse plus personne. Le camp d'en face, et je dis bien le camp d'en face pour les conservateurs, parce que moi je ne me considère pas conservateur, lui a bien compris l'importance du combat idéologique. Aux États-Unis d'abord, moi j'avais noté ce phénomène avec les conservateurs américains au début des années bien 2000, sûr. ils ont beaucoup investi dans les idées, dans le combat intellectuel, et puis finalement en France, à partir des années 2000, avec la droite décomplexée, Sarkozy, Buisson, Enfin, tout le reste. aujourd'hui, vous êtes d'accord que c'est plutôt, on entend quand même beaucoup le courant, les nouvelles féministes, le courant décolonial, Beaucoup, les beaucoup, intersectionnels en tout Beaucoup, genre. Elisabeth Lévy a- Si, écoutez, ce sont les seuls qui obtiennent des têtes. Ce sont les seuls qui arrivent, si vous voulez, et par exemple, je vous citerai l'affaire de la Ligue du LOL, là pour le coup, je la connais bien. Le type qui a lancé la Ligue du LOL vient de faire son mea culpa. Entre-temps, si vous voulez, quelques tweets de groupuscules, appelez-nous toutes ou je ne sais trop quoi, ou les effrontés ES, etc., ont obtenu que soient virés X, Y ou Z, qui ont perdu aussi leur réputation et un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, ce sont quand même des groupes qui exercent une influence, si vous voulez, dans la société, qui, à mon avis, n'est pas une influence... Ils ne veulent pas du débat, ils veulent éliminer leurs adversaires. Non, mais ça, c'est pas conforme, moi, à l'idéal démocratique que Non, non, je mais ça, pense vraiment. qu'il faudrait défendre. C'est vrai que ça peut exister. En revanche, je voudrais quand même dire, parce que ces groupes, on va dire, allez, de gauche, on va dire gauche culturelle, on va appeler ça comme ça, ont quand même beaucoup moins pignon sur rue dans les chaînes d'infos en continu, dans les grands médias, qu'un certain nombre maintenant d'éditorialistes conservateurs. C'est très bien qu'ils soient présents, mais en termes d'équilibre des débats, on peut parler des recrutements récents dans un certain nombre de chaînes d'infos télé. J'ai pas l'impression que cette école de pensée soit si maltraitée que cela. Oh, Ça a peut-être été le cas ouais. avant.
mais ça l'est de moins en moins. Alors, je vais vous consoler. D'abord, écoutez un peu les médias de service public, vous verrez. Ouais. Je veux dire, vraiment, leurs débats ne sont pas pollués par le pluralisme. Hein, ça, vous pouvez y aller, vous avez... Oh, d'accord, Mais je peut-être. vous Alors, un concède point qu'il y a pour eu vous. un rééquilibrage. Bon. Je vous le concède tout à fait. Et il me semble d'ailleurs que heureusement, parce que avec qui vous voulez débattre, avec des gens avec qui vous... Ah non, je suis d'accord avec vous. Euh, Mais il je veux faudrait dire, pas vous que le rééquilibrage se traduise par un inversement Vous complet voyez des bien, c'est comme situations. c'est sur un plateau de télé qu'on s'est rencontrés, Tout à fait, c'est vrai. chère Aurélie C'est vrai, Attaché. c'est vrai, Écoutez, c'est je suis vrai. très embêtée parce que, je veux dire, dans votre dossier tout à fait accablant, il y a quand même, vous avez deux grosses circonstances atténuantes. D'accord. D'abord, vous êtes très sympathique, Merci vous êtes beaucoup, vous convaincu. aussi. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes justement, vous faites partie de ceux qui acceptent le débat, qui ne demandent pas l'exclusion de leurs adversaires. Je voulais vous saluer, vous n'êtes pas joint à la curée quand j'étais avec vous sur un plateau contre Valeurs Actuelles. Non, je pense qu'il faut du pluralisme. Moi, je ne peux pas défendre une France plurielle et puis après dire quand ça me plaît moins les idées qui sont exposées, il faudrait les faire taire. Non, je ne peux pas être dans cette logique-là du tout. Donc, il faut au contraire garder ce bel idéal. Vous me parliez tout à l'heure, c'est quoi la France? Ben, la France, c'est ça. La France, c'est d'abord un pays de grande gueule. La France, c'est un pays où on peut s'engueuler. La France, c'est un pays où on peut penser ce qu'on veut. Et moi, c'est cet idéal-là que j'ai envie de transmettre et de continuer à défendre. Et parfois, quand je vois des jeunes, je me dis que peut-être, effectivement, il faudra qu'ils repensent un peu à tout ça parce qu'on peut Et avoir peut-être à des penser, dérives. peut-être déjà qu'ils Oui, apprennent un peu à penser oui, tout court mais pour ils certains. essayent, ils mènent leur lutte et c'est comme ça qu'ils se forment et qu'ils s'émanciperont. Moi, j'y crois. Donc, Très voilà. bien. Mais en tout cas, Très merci bien. de cette En tous les invitation. cas, Merci. non mais alors, je vous le dis, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, il y a peu de gens à gauche aujourd'hui qui acceptent le débat sans se boucher le nez. Vous savez, j'ai appelé ça la gauche olfactive. Ils ont tout le temps leur vapeur. C'est effectivement Comment parlant. Hein mais merci encore Merci à vous. et j'espère que vous reviendrez. Eh bien, écoutez, avec plaisir, parce que j'ai trouvé la conversation vraiment intéressante et je peux vous dire que ce n'est pas effectivement toujours le cas, même dans ma famille d'origine. Parfois, c'est plus compliqué d'avoir ce type de débat. Donc, merci à vous de m'avoir C'est ça l'esprit français. Vous avez raison, Ah ben voilà. l'engueulade civilisée. Exactement. Merci encore.